Allez, on reprend le cours donc sur les états de position spatiale. Enfin, sur les états de position, ouais. Et l'espace associé. Donc, on avait vu on avait beaucoup travaillé pour obtenir, pour donner un sens aux quêtes généralisées X et P et aux bras associés. En fait, on commence par définir le bras et puis on obtient le quête associé. Donc, vous vous rappelez de tout ça. X permet d'évaluer. Donc, l'espace des états, c'est L2 de R. Donc, on a des états dans l'espace comme ça qui sont des fonctions de carré sommable. Et ce bras généralisé-là est le bras qui évalue la fonction au point X. Donc, c'est une forme linéaire non continue, mais on a vu qu'on pouvait quand même en faire un bras généralisé. Ça, donc, c'est l'action du bras X sur un état psi quelconque, fonction de carré sommable. Et l'action du bras P, on avait vu que ça donnait en fait la transformée de Fourier évaluée en P. D'accord ? La transformée de Fourier devant être écrite ici avec une normalisation, on a défini la transformée de Fourier en maths avec un E puissance moins IKX, d'accord, psi bar de K égale somme des ça sur racine de 2pi psi de x dx, d'accord, moins l'infini à plus l'infini. Là, on écrit pour des raisons dimensionnelles, en fait, on fait un changement de variable P égale H bar K. Et donc, cette transformée de Fourier, en fait, c'est donc somme de 1 sur racine de 2pi H bar, hein, de façon à ce que la fonction soit normalisée quand même. E puissance moins I, donc K, c'est P sur H bar, X, psi de X, dx. Hein, donc faites attention, en physique quantique, là on dimensionnalise la variable en mettant ce h bar là. Hein, donc p fois x, donc p a les dimensions d'une impulsion. On va voir que c'est l'impulsion, mais pour l'instant c'est juste, on l'introduit comme ça. Et alors donc d'introduire ces bras-là et ces quêtes associées nous a permis d'écrire chaque état physique, de le décomposer sur des bases généralisées X et P. On avait défini précisément ce que voulait dire base généralisée. Donc on a cette expression qui est un développement linéaire continu, si on veut. Enfin, c'est pas... il faut toujours faire attention au langage, enfin, savoir à quel moment on déborde un peu sur la rigueur. Mais enfin, en tout cas, voilà ce qu'on avait obtenu avec ici... Donc, si ça, c'est x psi, on a donc somme de moins l'infini à plus l'infini de, en fait, de x dx appliqué à psi. Donc, ça, c'est l'opérateur identité. Et on a un développement analogue dans l'espace de Fourier, si vous voulez, en tout cas sur la base des P. Donc, psi tilde de P P dp, hein, avec la même chose avec des P ici. Voilà. D'accord, donc on a ces opérateurs qui généralisent la somme sur I des EI, quand on a une base EI discrète, dénombrable, hein, elle peut être infinie mais dénombrable. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la relation de fermeture. Ok, donc on avait obtenu ça. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir enfin travailler dans l'espace des états de position et définir les opérateurs. Donc, c'est le grand 3 auquel on était arrivé. Enfin, je ne crois pas qu'on l'avait écrit, mais donc simplement opérateur dans l'espace des états de position.
Alors, premièrement, opérateur position. Alors, je vais commencer à 1D. Dimension 1, donc il y a juste la position X. Et donc, là, c'est très simple. On va noter, je vais noter avec un grand X, par exemple, X chapeau, l'opérateur X. Donc, si on était dans une variable discrète standard, l'opérateur G, on le construit comme l'opérateur qui à GI état propre pour la valeur propre, enfin, à l'état GI qui a la valeur de G bien définie GI, on associe, on en fait un vecteur propre de l'opérateur pour la valeur propre associée. Donc là, de la même façon, s'il existait des vrais états X, c'est-à-dire à position bien définie, on voudrait que X agisse sur ces états de cette façon-là, c'est-à-dire que X serait la valeur propre associée à cet état propre. Alors, bien sûr, il faut se souvenir que ça, ce n'est pas un vrai état physique, parce que c'est pas normalisable, enfin, c'est pas une fonction de L2 de R, c'est plutôt, faut la voir plutôt comme une fonction généralisée, une distribution de Dirac, enfin, mais peu importe. Voilà l'action qu'on veut de X sur ces quêtes généralisées. Et ça suffit pour déterminer l'action de X sur n'importe quel état psi, puisque je peux du coup écrire X associé à psi, appliqué à psi, pardon. J'écris psi comme son développement, c'est-à-dire somme de psi de X, X dx, de moins l'infini à plus l'infini, et j'applique grand X à tout ça. Et comme c'est un opérateur linéaire, je fabrique l'opérateur linéaire position comme je l'ai fait pour n'importe quelle autre grandeur physique. Donc je développe simplement, ça fait somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de X, X appliqué à X, dx. Et X appliqué à X, c'est donc XX. Donc ceci me donne somme de moins l'infini à plus l'infini de X psi de X, X dx. Donc vous voyez que appliquer l'opérateur position à un quête psi, c'est-à-dire une fonction psi, ça donne en fait un quête psi prime. Je définis psi prime comme x psi, d'accord, le résultat de l'action de x sur psi, et je vois que psi prime correspond à une nouvelle fonction d'onde. Oui, j'avais appelé ça fonction d'onde, vous vous souvenez? Une nouvelle fonction d'onde qui est ça en fait. Voilà psi prime de x. Ça, c'est le développement d'un quête standard, sauf que la fonction d'onde associée, c'est plus psi de x, c'est x psi de x. Donc en quelque sorte, appliquer l'opérateur position x sur une fonction d'onde, ça la multiplie par x. Appliquer, voilà. Donc on a x psi prime, qui par définition, de x et du bras est psi prime de x, et bien ça c'est simplement x psi de x. OK? Donc l'action de l'opérateur x en représentation position, vous vous rappelez qu'on a vu la représentation position quand on développe sur des x et en représentation impulsion quand on développe sur les p. En représentation position, l'opérateur x, c'est juste la multiplication par x, en fait, tout simplement. Je vais noter comme ça. En représentation x ou position, donc x correspond à la multiplication
par x, alors par quel x? Enfin, c'est par la fonction x, c'est-à-dire la fonction d'onde en chaque point est multipliée par la valeur, enfin, par ce point-là, quoi. Multiplication par x. Et donc, ce que ça veut dire précisément, c'est ça, c'est x x fois l'opérateur x appliqué à psi, c'est égal donc à c'est égal à x fois x appliqué à psi. Voilà ce que ça veut dire précisément. Hein, la nouvelle fonction d'onde, c'est x fois l'ancienne fonction d'onde. Donc ça, c'est l'action de l'opérateur x sur la fonction d'onde. Qui découle de ça, bien que ça ne soit pas des états, néanmoins, pour les vrais états, voilà ce que ça donne. OK? Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça donne en représentation P, en représentation impulsion? Alors bien sûr, l'opérateur, il est ce qu'il est, peu importe comment on le représente. Hein, de même que pour des opérateurs à support discret, enfin, tous les G qu'on a vus, les grandeurs physiques standards qu'on a vues, l'opérateur, il est ce qu'il est, on peut le représenter dans une base ou dans une autre, c'est toujours le même opérateur. Donc là, je le représente en quelque sorte dans la base des x, c'est-à-dire je prends le produit scalaire avec x, avec tous les x, et maintenant je voudrais faire pareil avec P. C'est-à-dire je voudrais connaître cet objet-là. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner, ça? Alors, voyons. Oups. Bon, bah, c'est simple. Hein. Ça, en fait, par définition, enfin, compte tenu de tout ce qu'on a dit déjà, ça, c'est la transformée de Fourier de la fonction psi' évaluée au point P. D'accord? Donc ça, c'est psi' tilde de P. D'accord? Prime. Psi', c'est pas la dérivée, hein, c'est la fonction psi', la nouvelle, qui vaut x psi. Donc en fait, c'est x psi de x, la transformée de Fourier de x psi de x, appliquée en P. Et ça vaut quoi? La transformée de Fourier de x psi de x. Alors, je vais mettre là en dessous. Vous vous rappelez, on a vu en maths, la transformée de Fourier, ce qu'on a vu en maths, c'est que la transformée de Fourier de, enfin c'était ix fois f, c'est la dérivée de la transformée de Fourier de la précédente. Hein? D'accord? Enfin, ça se montre, il suffit d'écrire l'intégrale. Donc ça, en fait, alors, oui, sauf qu'il y a un h-bar. Peut-être le mieux, c'est carrément que je l'écrive, on va le redémontrer en fait. Donc, la transformée de Fourier en P, mais avec la normalisation qui va bien là, qui est encore au tableau là, ça me donne donc ces sommes de 1 sur racine de 2pi, e puissance moins i px sur h bar. Et là maintenant, je mets la fonction. La fonction, c'est x psi de x et puis dx, d'accord? Donc ça, c'est ça. Hein? Voilà p x psi. Et ça, comme vous... Oui, pardon? Oui, c'est le x chapeau. Je m'intéresse à l'action de x sur psi en représentation p. D'accord? Non, ça c'est l'opérateur x. Je suis dans le, premièrement, opérateur position. Donc l'opérateur position, sur les états de position, il agit en donnant la position de l'état de position.
Donc c'est ça c'est sa définition. Hein. On voit que ça implique que sur une fonction d'onde psi, ça la transforme en x fois elle-même. Bien. Et donc, en représentation x, comme on dit, si on évalue cette nouvelle fonction image de psi par x au point x, on trouve x fois l'évaluation de psi sur x. D'accord ? Donc ça, c'est l'action en représentation position, comme on dit. Et maintenant, je m'intéresse à l'action en représentation impulsion. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, donc, par définition, quand on fait P appliqué à une fonction d'onde, enfin à un quête, à un état de position, ça nous donne la fonction tilde en P, c'est-à-dire la transformée de Fourier en P, hein, c'est ce que j'ai rappelé là-haut. Donc là, la nouvelle fonction, c'est x phi, c'est psi prime, dont on sait que c'est x psi. Donc voilà, j'évalue x psi au point P, enfin la transformée de Fourier de x psi au point P, donc c'est ça par définition. Et ça, je m'aperçois que ça, j'ai fait sortir un x ici que je peux obtenir comme la dérivée de ce truc-là. Donc ça, vous allez voir, si j'écris ça, ben je vais l'écrire, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Sinon, c'est que je me serais peut-être trompé, c'est possible. Donc, non, si je fais d sur dp, je vais mettre un d rond parce qu'il y a des x et des p, donc là, je dérive par rapport à p. Je vais dériver, oui. Oui, merci, h bar, absolument. Oui, oui, voilà. Merci. Donc, j'ai un d sur dp de somme, à chaque fois, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini, on est d'accord. 1 sur racine de 2pi h bar, e puissance moins i px sur h bar, psi de x dx. Alors là, il manque des constantes de normalisation. Si je dérive ça, hein, on peut dériver sous le signe somme, tout va bien. Hein, c'est une fonction continue qui est majorée par une fonction intégrable, etc. Donc si je dérive ça par rapport à P, ça me fait sortir moins I sur H bar X. Or, je ne veux que X. Donc il faut que je multiplie par H sur moins I. Donc par H bar sur moins I, c'est-à-dire par IH bar. OK? Voilà. Donc ça, c'est ça, et c'est ça. Sauf que ça c'est psi tilde de P. C'est la transformée de Fourier en P de la fonction psi. Donc on retrouve ce qu'on a montré en maths de façon générale. La transformée de Fourier de x psi, c'est la dérivée, enfin avec des facteurs qui vont bien. Voilà, on la refait, comme ça on ne risque pas de se tromper. La dérivée de la transformée de Fourier de la fonction initiale. Donc finalement, l'action en représentation P, eh bien je vais l'écrire là. Non. Allez, je vais l'écrire là. Donc, P x psi, c'est donc égal à IH bar d sur dp de psi tilde de P, c'est-à-dire P psi. Donc, en représentation P, X correspond à l'opérateur IH bar D sur dP. Mais il faut voir ce que ça veut dire. Hein. C'est toujours un peu dangereux parce que X agit sur un quête, ça agit évidemment sur une fonction de P, la fonction de P qui représente justement psi en représentation P. Voilà. Okay. Voilà. Donc voilà, on a trouvé l'action de l'opérateur X sur psi. Ça transforme psi en un psi prime qui est la fonction d'onde x psi de X. Et si on prend le produit scalaire avec X, enfin, si on applique le bras X ou le bras P, ça donne ça. Donc, on appelle ça en représentation X, en représentation position.
et ça donne ça en représentation impulsion, représentation P. OK? Bon. Donc il n'y a pas de difficulté dans la mesure où X, on construit X pour qu'il ait l'action qu'on veut. C'est-à-dire que ces états soient des états... Du coup, ces états sont des états propres de X, même s'ils ne sont pas... enfin, des états propres au sens généralisé, parce qu'ils ne sont pas dans la... Ils sont pas dans l'espace, mais ça suffit à connaître l'action sur n'importe quelle fonction de l'espace, puisqu'on a n'importe quelle fonction qui est développée sur ces X-là. OK, alors, petit b à 3D. Bah, à 3D, c'est exactement pareil. Hein. Au lieu d'avoir juste X, on a X, Y et Z. Il ne faut pas que j'efface là, je crois. Eh bien, on va définir l'opérateur R vectoriel qui a pour composante sur chacun des axes X, Y, Z l'opérateur X qui agit comme ça, l'opérateur Y qui agit comme ça sur les états de position Y et l'opérateur Z qui agit comme ça sur les états de position en Z. Oui? Oui, juste réexpliquer la ligne en représentation impulsion, pourquoi le Vx, ça donne psi prime. Ah non, parce que ça, c'est la fonction psi prime, ça. Ça, c'est psi prime, d'accord? J'appelle psi prime l'action de X sur psi. Donc là, j'avais ça en représentation X. Je regarde, j'évalue cette fonction en X. En représentation impulsion, j'évalue la transformée de Fourier de cette fonction en P. D'accord? C'est bon? Ouais, ok. Donc en 3D, on a l'opérateur R et on va avoir des états propres généralisés qu'on va noter R comme ça. C'est l'équivalent du quête X à 3 dimensions. Si vous voulez, on peut le représenter en produit tensoriel comme X croix Y croix Z avec les notations qu'on a déjà introduites. En tout cas, donc c'est la fonction, enfin, oui, du coup, là, on est dans L2 de R3. Ça, c'est un élément des fonctions de carré sommable sur R3. Hein, c'est-à-dire les fonctions psi dont la norme, on prend la norme 2, hein, donc c'est la norme de psi au carré, c'est la somme, mais alors sur tout l'espace maintenant, sur R3, de module de psi de R carré dr. D'accord? Donc il n'y a pas de difficulté. Je vais effacer là en fait. On l'a écrit là-bas maintenant. D'accord? Et donc l'action de R, de l'opérateur R sur ces états, ces quêtes généralisées là, sur lesquelles se développe, alors de la même façon, hein, j'ai le quête psi qui est la somme de psi de R, R, des 3 R. D'accord? Donc ça me fait une base généralisée. Enfin, c'est exactement la même chose qu'avant. J'ai juste 3 dimensions maintenant. Et donc l'action de l'opérateur vectoriel position sur R, eh bien, c'est R fois R. Alors, cette notation peut paraître bizarre. Donc là on a le ket, donc élément de l'espace de Hilbert. Et ça, enfin, il faut voir ses composantes, quoi. Hein. Composante sur X, ça fait X. Composante sur Y, Y. Et composante sur Z, Z. D'accord. Bon, bref. Donc on a ça. Et du coup, on sait de la même façon qu'en une dimension, on sait calculer l'action de l'opérateur position sur un psi quelconque par linéarité. Hein. Ça va être... cet opérateur appliqué à psi, ça va être simplement ça triple de psi de R fois R, R, dr. OK? Voilà, donc c'est exactement pareil. Autrement dit, en représentation position, ce psi de R là, bah, c'est le bras
généraliser R appliqué à psi, hein, de la même façon, d'accord? Donc c'est l'évaluation de psi, non plus en x tout seul, mais en x, y, z, au point de l'espace qu'on considère. Et donc en représentation position, on a R psi qui vaut R fois R psi. Ce qui revient à dire que la fonction d'onde de l'image de psi par R, c'est cette fonction d'onde-là. Au lieu d'avoir psi de R, on a R psi de R. Enfin, on a x psi de R sur la composante x, y psi de R sur la composante y, et z psi de R sur la composante z. OK? Donc, pas de difficulté. Et quelle est l'expression en représentation P? Bah, exactement pareil. On va avoir, là, du coup, ce P, en fait, c'était un P indice X, c'était l'impulsion suivant X. Je dis impulsion tout le temps, on n'a pas encore montré que c'était l'impulsion, mais on va le faire. Hein. Peut-être j'aurais pu le noter, P indice X, ça aurait peut-être pas été plus mal, en fait. Bon, enfin, il n'y avait qu'une dimension, donc j'ai pas fait attention. Maintenant, du coup, on est obligé. Donc, je vais avoir P R psi, qui va être, bah, sur X, ça va être IH bar D sur DPX, sur UY, ça va être IH bar D sur DPY, et sur UZ, la direction Z, ça va être IH bar D sur DPZ. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous donner IH bar, l'opérateur gradient. Hein, d'accord? Parce que l'opérateur gradient en cartésienne, il est D sur DX sur X, D sur DY sur Y, et D sur DZ sur Z. Donc c'est exactement ça, en fait. Vous voyez que l'opérateur position en représentation position, c'est multiplié par R, et l'opérateur position en représentation impulsion, c'est en fait IH bar nabla de gradient, hein, de quoi? Eh bien ici, à nouveau, de P psi, c'est-à-dire de la transformée Fourier psi bar, enfin, psi chapeau, bon, elle n'y est plus, psi chapeau de, psi tilde de P. OK? Donc voilà l'action de l'opérateur position en 3D. C'est exactement la généralisation de ce qu'on a en 1D. Bon, alors on va passer à l'opérateur suivant. Alors l'opérateur suivant, on va considérer l'opérateur translation maintenant. Donc on est dans l'espace, hein, on a travaillé durement pour obtenir cette base généralisée des états spatiaux et de voir comment on développe un état de position. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les opérateurs qu'on peut avoir dans l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace? Donc on peut mesurer la position. On peut maintenant voir ce qui se passe quand on applique une translation. Prenez le système et vous le translatez, qu'est-ce qui se passe? Comment varie son état? Alors, qu'est-ce que j'efface? Tout là-haut? Ouais? Allez. Yep. Ah, j'ai oublié de préciser, bien sûr, que X, ici, X est un opérateur hermitien, bien sûr. Ça se voit sur son action sur les X, hein, puisque les quêtes X, les quêtes généralisées X, sont des vecteurs propres avec des valeurs propres réelles. Donc, dans la base des X, tel que c'est diagonalisé, enfin, c'est diagonalisé avec des valeurs propres réelles, en quelque sorte, dans cette base-là. Alors, ce n'est pas une vraie base, mais vous pouvez voir par son action sur psi, l'opérateur X transforme psi de X en X psi de X. Hein, si vous faites le produit scalaire de ça avec une fonction, si vous faites... allez, on va le faire proprement. Psi 1, X psi 2. Ça, c'est
somme de moins l'infini à plus l'infini de psi1 de x étoile fois x psi2 de x dx. D'accord? La première fonction, la deuxième, enfin c'est le produit scalaire standard. Maintenant, si je calcule x psi1 scalaire psi2, d'accord? Le bras associé à x psi1 fois le ket psi2, bah, ça va me donner somme de moins l'infini à plus l'infini, je ne l'écris pas à nouveau, de la fonction d'onde associée à x psi1 étoile. Alors la fonction d'onde associée à x psi1, bah, c'est x psi1 de x. Donc tout ça étoile fois psi2 de x dx. D'accord? Et donc x étoile, bah, c'est x, et donc ceci égale cela. D'accord? Donc ça égale ça, bah, par définition, ça c'est égal à x croix psi1 psi2. Ça c'est la définition de l'adjoint de x. C'est que pour n'importe quel psi1 et psi2, on a ça qui vaut ça. C'est-à-dire appliquer x à psi2, c'est comme appliquer x croix à psi1. C'est la définition de l'adjoint. Eh bien là, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est égal à ça, et donc x croix égale x, tout simplement. Donc, l'opérateur position, j'ai dû le dire là, je vais le dire là, x croix est auto-adjoint. Par conséquent, c'est une observable. OK? Bien. Alors, après ce petit ajout, j'en viens donc au deuxièmement, opérateur translation. Opérateur translation, donc j'ai une fonction d'onde, enfin j'ai un état du système, état psi dans H, enfin c'est le vecteur d'état, et j'applique une translation. Je vais travailler à 1D d'abord, translation x donne x plus a, d'accord? Translation de a. J'appelle cette translation, je vais la noter T indice A. D'accord? Et j'obtiens un nouvel état du système, psi prime, qui vaut donc, par définition, TA psi. Alors, comment agit cet opérateur translation sur les fonctions d'onde? Bien, il suffit de se représenter, c'est quoi une fonction d'onde? C'est une fonction comme ça, voilà, psi de x. Si je fais une translation, de cette fonction, d'accord, je prends le système et je le décale de petit a, je vais obtenir ça, avec ici un écart de petit a, d'accord? Et donc, je vais me retrouver avec une fonction psi prime de x ici, qui en chaque point x vaut ce que valait la fonction en x moins a. Donc, psi prime de x, c'est psi de x moins a. OK? Autrement dit, le bras x appliqué à psi prime, c'est égal au bras x moins a appliqué à psi. Voilà l'opérateur translation. Et on va écrire ça. On va écrire ça pour chacune des. Pour n'importe quel psi développé sur la base des x, sur la base généralisée. Donc, psi de x, x dx. D'accord? Si psi c'est ça,
Alors, TA appliqué à psi, bah ça va être somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x, TA appliqué à x dx. Donc ça, c'est psi prime. Donc si j'évalue psi prime en x, ça là, ah non? Oh non! Eh bien, exercice, montrer que x est un opérateur auto-adjoint. Voilà. Ça prenait une ligne, je suis sûr que vous pouvez la retrouver. Vous y êtes ou je suis trop en avance là? Ouais. Ouais, j'ai une gestion du tableau un peu améliorable, on va dire. Déjà avec 1, mais alors quand il y en a 3... Bon. Oui, alors qu'est-ce qu'on disait? Donc ça, c'est juste l'écriture formelle de l'application de l'opérateur translation sur un quête quelconque psi, ça donne ça. Mais par ailleurs, je veux que cette application donne ça. Là. Et donc le psi prime de x, si j'évalue maintenant psi prime en x, eh bien, ça va me donner... Alors, je vais l'évaluer en x0, parce que le x est une grandeur muette ici, donc, enfin, une valeur muette. Donc, en x0, ça va me donner somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x, ta, pardon, x0, tax, dx. Et je veux que ça, ce soit psi de x moins a. Et psi de x moins a, c'est l'évaluation de psi en x moins a. Donc je veux que ce soit psi de x x moins a x dx. Ça, c'est bien psi de x moins a, puisque ceci, c'est delta de a, de x moins a, donc delta de a. Allez, je vais l'écrire. Donc ça, c'est bien psi de a. Psi de... Non, pardon. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je veux que ce soit psi de x moins a. Oui, bah, j'ai juste à écrire psi de x moins a en fait. Ah ben si, c'est ce que j'avais fait. Oui, si, c'est ce que j'avais fait. Bon. Je tourne en rond ou ça va là? Je sais plus. Alors, attendez, somme de moins l'infini à plus l'infini. Donc si j'applique le quête x moins a à ça, si, c'est ça que j'avais écrit alors. Donc ça fait psi de x, x moins a, x dx. Et je veux faire quoi en fait? Qu'est-ce que je veux faire? Je pense que je veux faire beaucoup... Je vais être trop compliqué pour ce que je veux faire. Je crois que ce que je veux faire... Qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais... Ouais, c'est ça. Je veux vous montrer que
TA appliqué à x, ça donne le ket x plus a. C'est ça que je veux faire en fait. Et donc, il suffit que je fasse un changement de variable là-dedans. Si j'écris x' égale... Non, je vais écrire x égale x' plus a. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je veux faire apparaître la fonction psi de x moins a. Ça. Donc si je fais x égale x' plus a là-dedans, ça me donne psi' égale somme de moins l'infini à plus l'infini de psi, donc du coup x. Non. Non. X' égale x plus a. Non. Ah si, si. Oui, 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 oui. Donc ça fait psi de x' moins a. TA, oui, de... Je pense que je m'y prends comme un manche, hein, mais bon, l'essentiel c'est de rien écrire de faux pour l'instant. Ça, c'est pas faux. Oui, alors c'est complètement tordu, mais enfin ça va marcher. Il faut que ça, ce soit x'. Si ça, c'est x', alors, oh là là, qu'est-ce que c'est tordu. Je m'y suis pris, je sais pas comme un manche, mais si vous faites x0 psi', ça va donner somme de moins l'infini à plus l'infini. Non, non, mais c'est complètement nul. Là... Oui, par ailleurs, on a dit que psi', on a dit que... Ah, où est-ce qu'on l'a dit? Là, on a dit que psi' c'était psi de x moins a. Par conséquent, on a psi', donc, ça par définition de psi', et donc c'est somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x moins a. Ah oui, c'est ça, j'aurais dû commencer par ça. Psi de x moins a, x dx. OK? Donc maintenant, quand vous comparez ça à ça, les x et les x' sont muets. Je peux mettre des x' là, si vous voulez. Et donc, vous voyez que TA de x' moins a, c'est x'. Bon. Bah, en fait, je vais continuer là. Je vais faire exactement ce que j'aurais dû faire. Oubliez tout, il suffisait d'écrire ça. Psi', c'est ça. Donc, c'est ça, puisque psi' de x doit être psi de x moins a. Et donc, maintenant, je fais le changement de variable x' égale x moins a. Et donc, ça me fait somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x', x' plus a, dx'. Mais du coup, c'est quoi le TA, enfin l'application de TA, il agit comment sur psi? Eh bien, justement, il donne une nouvelle fonction d'onde qui est caractérisée par ça. La nouvelle fonction d'onde, c'est l'ancienne au point x moins a.
Donc c'est ça que j'ai écrit là. Donc psi' donne ça, enfin ça c'est le développement de psi'. Ce psi', ça doit être x moins a. Enfin, pardon, psi' de x, ça doit être psi de x moins a, d'accord? C'est ça qu'on veut. Et du coup, si je fais un changement de variable là-dedans, x' égale x moins a, je peux réécrire ça, somme de psi de x' plus a, dx'. D'accord? Donc oubliez tout ça, qui n'était pas faux, mais qui était complètement inutile en fait. Et donc maintenant, vous comparez, ça y est, on y est, oubliez même tout ça. Excusez-moi. On a dû perdre 5 minutes là, si c'est pas plus. Donc maintenant, vous comparez ça, qu'on vient d'obtenir, à ça, qui est l'application de TA à psi par définition. Et donc en comparant les deux, vous voyez très clairement que TAX, TA appliqué à x, en fait, bah, c'est x plus a. Tout ça pour ça. Bon, excusez-moi. En tout cas, voilà. Donc ça prend une ligne, hein, normalement. Hein. On écrit la définition de TA sur psi. C'est-à-dire, on applique TA qui est linéaire au développement de psi'. Au développement de psi, ça nous donne psi'. Et par ailleurs, on sait que psi', ça doit être psi de x moins a. Et donc, on écrit les deux et on identifie cette expression à celle du bout là-bas. Hein, vous vous rappelez x' là-bas et vous voyez que TA appliqué à x, ça doit faire x plus a. C'est QFD. Bon, c'est ça qu'on voulait dès le début. Hein. Enfin, c'est assez rassurant. L'opérateur qui translate de A vers les, suivant l'axe X, en fait, change le vecteur propre X, enfin le quête généralisé X, en quête généralisée X plus A. OK? C'est exactement ce qu'on aurait voulu, mais bon, ben voilà, on l'a. Alors évidemment, on peut généraliser à 3D. À 3D, vous avez un opérateur translation d'un certain vecteur A, cette fois, vecteur A, appliqué à R, ça va nous donner le quête R plus A. Vecteur, cette fois. C'est bon? Ouais? Bah, non, c'est simplement parce que cette variable-là, elle est muette. Ce x' là, c'est un x. Donc ça, je peux le réécrire somme de psi de x, x plus a, dx. OK? Voilà, donc maintenant, quand on identifie ça à l'autre... Donc je suis désolé, hein, c'est vraiment évident, hein, vous voyez, mais voilà. Et par ailleurs, non seulement c'est évident à faire, mais en plus, le résultat est exactement ce qu'on veut. Hein, ça transforme une particule positionnée en x, elle se retrouve en x plus a. Ben voilà. Bien, et ça c'est la généralisation à 3D, bien évidemment. Alors, quelques propriétés rapidos. Donc ça c'était, si on veut, un petit a à 1D, petit b à 3D, et maintenant on va faire un petit c, propriété. Oui. En fait, je n'ai pas compris pourquoi on a le droit de valider un phi finalement. Parce que... Ah, parce que ça doit être vrai quel que soit psi. Ah. Ouais. Oui. Ouais, ouais.
quel que soit psi, on a les deux qui sont égaux. Donc, oui, oui. Non, sinon, vous avez raison, on a juste les intégrales sont égales, ça ne veut pas dire que les fonctions le sont, mais là, c'est quel que soit psi. Mais vous avez raison, c'est important, évidemment. Ok, donc petit c propriété. Petit c propriété. Alors, propriété 1, unitarité. Eh bien, cet opérateur translation est unitaire. Unitaire, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire l'opérateur U est unitaire si U croix égale U croix, U égale l'identité, mais on avait vu que c'était aussi équivalent au fait que la norme du vecteur image est égale à la norme du vecteur antécédent. Ou que les produits scalaires de deux vecteurs quelconques ne changent pas par application de l'opérateur. Alors effectivement, voyons ça tout de suite, la norme de psi prime au carré, c'est par définition psi prime, je le fais à une dimension, ou à 3 dimensions, allez, à 3 dimensions, soyons fous. Donc ça fait psi prime de R module carré des 3R, enfin dr, du coup je somme sur R cube. Et donc ça, c'est la somme de psi, donc j'ai toujours psi prime qui est l'application sur psi de la translation de vecteur A, du coup je me mets à 3D direct. Donc la nouvelle fonction d'onde, c'est l'ancienne fonction d'onde au point d'avant, donc en R-A. Et bien évidemment, le changement de variable R donne R-A ici, donne trivialement somme de psi de R', module carré des 3R'. Et ça, ce n'est rien d'autre que la norme de psi de R. De psi, c'est-à-dire du ket psi, au carré. OK? Donc voilà, la norme de n'importe quel vecteur. Si vous prenez n'importe quelle fonction d'onde, n'importe quel vecteur, vous appliquez l'opérateur translation et vous avez un vecteur qui a exactement la même norme, bien évidemment. Ça ne change rien. La somme du module carré de psi de R, si vous translatez globalement toute la courbe de petit a, ça ne va évidemment pas changer l'intégrale. Bon, donc c'est évident, mais ça veut dire cette chose importante, c'est que TA, quel que soit A, est unitaire. Deuxième propriété, composition. Si on compose deux translations, je me mets à 3D à nouveau, TA, TB appliqué à psi, moi je vais faire TB, TA, appliqué à psi, appliqué à R, directement, ça va faire TB appliqué au ket R plus A, et donc ça va faire le ket R plus A plus B. Bon, ok, la composition de deux translations, c'est la translation de la somme des vecteurs. Et du coup, vous voyez aussi que c'est commutatif. Bon, ça c'est important, les opérateurs translation commutent les uns avec les autres, simplement parce que A plus B et B plus A, c'est pareil. Et vous voyez aussi d'ailleurs que c'est inversible. Parce que du coup, si j'applique T moins A après avoir appliqué TA, je vais avoir R plus A moins A, R, donc j'ai bien l'identité. Donc,
l'opérateur translation par A puissance moins 1, hein, c'est-à-dire l'inverse de l'opérateur translation de vecteur A, c'est simplement la translation de vecteur moins 1. Etc., etc. Et donc l'adjoint, hein, puisque par ailleurs il est unitaire, son inverse, il est unitaire et... oui, non, oui, c'est ça. Donc, vous voyez que son adjoint, c'est T moins A. Donc, TA adjoint. Ce qu'on voyait d'ailleurs dès ici. Là, vous voyez que l'adjoint... D'accord, donc TAX, ça le transforme en X plus A. Mais si au lieu d'agir... c'est où? Oui, c'est ça. Psi prime, ça c'est TA. Ça, c'est TA psi. Hein. Donc, vous voyez que si vous faites agir T sur psi, c'est ce qu'on a vu. Mais vous pouvez aussi considérer cette expression comme l'action de TA sur X. Et vous voyez que TAX, ça donne X moins 1. Donc, on l'avait déjà, en fait. Mais bon, voilà. Donc attention, c'est pas un opérateur unitaire, c'est pas un opérateur auto-adjoint, c'est pas une observable la translation, bien sûr. C'est pas une grandeur physique la translation. C'est un opérateur, comme l'opérateur translation dans le temps. On avait vu que c'était l'opérateur U qui était unitaire. Et là, on a un opérateur T qui effectue une translation dans l'espace, qui est unitaire, qui n'est pas auto-adjoint. Mais enfin, voilà, son adjoint, c'est la translation opposée. De vecteurs opposés. Bon, allez, stop. Alors, maintenant, ça c'est beaucoup plus intéressant et important, on va étudier le générateur des translations. De la même façon qu'on a étudié le générateur des translations dans le temps, qui était l'hamiltonien, vous vous souvenez, là on va étudier l'opérateur des translations dans l'espace et on va procéder exactement de la même façon. Qu'est-ce que j'efface? J'efface ça. Alors, troisièmement, alors je vais rappeler bien sûr ce qu'on entend par générateur. Alors, je vais procéder exactement comme pour H. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a fait pour obtenir l'hamiltonien? On avait, donc, rappel. On avait l'opérateur d'évolution. U de t, qui était unitaire, d'où la lettre qu'il désigne d'ailleurs. Et on s'est intéressé à... donc l'évolution, c'est une translation dans le temps, bien sûr. Et on s'est intéressé à une évolution, enfin un delta t infinitésimal. On a dit que l'évolution était continue, donc pour un delta t infinitésimal, pour t égale 0, évidemment, l'évolution, c'est l'identité. Donc pour un petit intervalle de temps tout petit, on ne doit pas être très loin de l'identité. Donc en gros, ça, c'est l'identité au premier ordre, plus, enfin à l'ordre 0, plus au premier ordre, on avait plus un delta t fois quelque chose, je ne sais plus, je l'avais noté k ou peu importe. Et puis après, on a fait une petite manip un peu bizarre, on avait écrit que ça, c'était 1 moins i
delta t sur h bar fois un certain opérateur. Et on avait montré, donc là, jusque-là, il n'y avait rien de spécial, juste on avait montré que ce h, en fait, il était hermitien, et donc il correspondait à une observable, que cette observable elle pouvait s'écrire, si on appliquait ça à psi de t, elle pouvait s'écrire en fait I h bar d sur dt. Et ça, c'était l'équation Schrödinger. Hein? C'est-à-dire, si on applique ça à psi de t, ça nous donnait la dérivée par rapport au temps de t. OK? Bien, alors on va faire exactement pareil avec les translations. Alors, est-ce que j'ai des petits A, petits B, là? Non. Bon, tant pis. Petit B. Je vais commencer à une dimension, et puis on généralisera tout de suite à 3 dimensions. Alors, on a vu que l'opérateur translation que je vais donc noter TA pour la variable A, ça c'est unitaire. Et par ailleurs, une translation infinitésimale, ça tend vers l'identité. Évidemment, si vous ne translatez pas du tout, vous n'avez juste rien fait. Donc, pour un delta A, ou un delta X en fait, d'accord ? Pour un delta X, vous allez avoir T indice delta X. D'accord ? L'opérateur translation, ça doit être égal à l'identité à l'ordre 0, plus une petite correction proportionnelle... pourquoi delta T ? Delta X, plus une petite correction proportionnelle à delta X. Plus un terme à l'ordre 2, plus à l'ordre 3, mais quand vous faites tendre le delta X vers 0, vous allez rester au premier ordre. Donc on va faire exactement ce qu'on avait fait pour H. On va rester au premier ordre. Et donc je vais écrire ici, alors c'est pareil, je vais faire une petite manip du même genre. Je vais écrire moins I delta X sur H bar fois Px. Jusque-là, j'ai rien fait. Hein. Je sais que cet opérateur ne diffère de l'identité que par un terme en delta X, plus des termes qui sont négligeables derrière. Donc au premier ordre, ça s'écrit comme ça, c'est sûr. Et puis je décide de mettre un moins I et un H bar pour des questions de normalisation. Mais il n'y a pas de physique là-dedans. J'introduis un opérateur P. Alors, il se trouve bien sûr que ça va être l'opérateur impulsion, mais il faut le montrer. Ok, bah c'est tout. Eh bien, maintenant, je vais donc appliquer ça à... alors, est-ce que je l'applique à un psi quelconque ou je l'applique à... Ouais, je vais appliquer à un psi. C'est plus propre qu'à un x. Donc, si je fais ça, t delta x appliqué à psi. Ça va me donner un psi prime dont on sait que x psi prime, c'est donc psi prime de x, et ça c'est psi de x moins a, moins delta x, pardon, c'est-à-dire x moins delta x psi. En tout cas, ça me donne ça. Donc, si j'écris x t delta x psi, c'est donc ça, hein, c'est donc psi prime de x, ça me fait psi de x bon, je réécris ça, psi de x moins delta x, oui. Oui, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste écrire psi de x moins delta x, d'accord?
Et par ailleurs, ce t, c'est ça. C'est ça. Donc par ailleurs, ça, c'est égal à x psi moins i delta x sur h bar x px psi. Ouais? C'est-à-dire psi de x moins i delta x sur h bar. Bon ben voilà, c'est fini. J'ai donc ceci qui est égal à cela. Ceci qui est égal à cela. OK? Donc finalement, j'ai psi de x. Donc psi de x moins psi de x moins delta x qui est égal à i delta x sur h bar x px psi. Et donc x px psi qui vaut allez, je refais une ligne de plus. Moins i h bar psi de x moins psi de x plus delta x moins delta x sur delta x. Et ça, quand delta x tend vers 0, c'est la dérivée de psi par rapport à x. Donc c'est égal à moins i h bar d psi sur dx de x. Voilà. J'ai oublié de montrer que P était hermitien, était auto-adjoint. Je vais le faire tout de suite, enfin tout de suite après. Excusez-moi. Donc voilà, voilà l'action de ce Px. Je vais le réécrire ici. X Px psi égale moins i h bar d sur dx de x psi. Voilà. Donc ça, c'est l'action de Px en représentation x, en représentation position. D'accord ? Parce que ça donne l'action Px appliquée à psi, ça donne une nouvelle fonction d'onde. Je l'évalue en x, et bien ça me donne moins i h bar, la dérivée de la fonction psi évaluée en x par rapport à x. Yes? Alors, nota bene, Px est auto-adjoint. J'aurais dû commencer par ça, c'est pas grave. Comment on montre ça? Simplement en disant, c'est exactement comme pour H, en disant que TA est unitaire. Hein? En effet, TA est unitaire. Par conséquent, TA croix égale TA croix TA égale 1. Enfin, égale l'identité. Vous avez des questions?
voulez que je réexplique là rapidement? Donc, on a T1 qui vaut ça, enfin on a T delta X qui vaut ça. Ouais. On a T delta X qui vaut ça. Et par ailleurs, T delta X réalise la translation de A, c'est-à-dire que si je nomme psi prime T delta X de psi, j'ai ça. D'accord? Donc ça, c'est-à-dire x psi prime. D'accord? Donc x psi prime, par définition, c'est ça. Donc ça doit être égal à ça. Ça, c'est x psi prime, donc c'est psi prime de x, donc c'est psi de x moins delta x. Ça, d'une part. Ça, c'est la définition de t. La définition de t, c'est l'opérateur qui translate la fonction d'onde, c'est-à-dire qui, si on l'évalue en x, donne ce que donnait la fonction d'onde en x moins delta x. OK? Ça, c'est la définition. Je vais changer de couleur. Définition de TA. Et ça, c'est la définition du générateur de TA. Mais en tout cas, c'est une expression, enfin de TA, pardon, je dis TA à chaque fois, c'est T delta X. Ça, c'est la définition de T delta X. Et ça, c'est une expression possible, enfin, c'est une expression qui n'ajoute rien. Je dis que T delta X, à peu de choses près, à delta X près, ça vaut 1. Parce que quand delta X tend vers 0, la translation de longueur 0, c'est l'identité. Donc T1 s'écrit comme ça d'une part, d'autre part, TA, ça fait ça. Ah, TA à chaque fois, T delta X, pardon. T delta X s'écrit comme ça, et T delta X, ça réalise ça. Par conséquent, j'ai ça d'une part, et d'autre part, si je calcule cette même chose-là, à partir de ça, ah, c'est cette ligne-là qui vous manque. Parce que je l'ai écrit directement là, en fait. Ça, là, c'est ça appliqué à psi et avec x ici. J'ai fait x, ça, psi. Eh bien, ça me donne ça. Ah, c'est là, je suis allé trop vite. Ça, c'est d'accord, j'écris t comme ça, j'ai le droit. Puisque au premier rang, ça s'écrit comme ça. Donc, maintenant, j'applique x à ça, à psi. Donc, j'ai d'abord le terme x identité psi, le voilà. Ouais. Moins i sur h bar delta x, x p psi. Moins i delta x sur h bar, x p psi. Yes? C'est bon? Je vais le refaire. Peut-être c'est la meilleure pédagogie, c'est la répétition, paraît-il. Donc, d'une part, x, t delta x psi, ça c'est psi prime de x, c'est égal à psi de x moins delta x. D'une part, ça c'est la définition de t delta x. D'autre part, j'ai ça qui est égal à x, l'identité moins i delta x sur h bar px, psi. D'accord? Parce que j'ai décidé d'écrire t delta x comme ça. Ça, c'est ça. Allez, soyons propres jusqu'au bout, quitte à le refaire. Et donc ça fait x
psi moins I delta X sur H bar X Px psi. Yes? Et ça, c'est psi de X. Par conséquent, ça égale ça. Donc ça égale ça. D'accord? Ces deux trucs-là sont égaux. Et donc, je passe lui de l'autre côté, psi de x moins psi de x plus delta x. Je passe lui de l'autre côté, égale I delta x sur H bar. X px psi. C'est bon? Vous réagissez pas trop? Ça veut dire que c'est bon? Ouais? Voilà. Et donc, finalement, ça. Donc ça, c'est l'action de Px, générateur des translations en ce sens-là, c'est-à-dire c'est le terme d'ordre 1 qui corrige l'identité pour une petite translation infinitésimale. De même que H était le terme d'ordre 1 qui corrige l'identité pour une évolution dans le temps de delta t, sur une translation dans le temps de delta t. Donc c'est exactement la même procédure. Ce qui me reste à faire, donc, c'est à montrer que ce générateur-là, cet opérateur-là que j'ai introduit comme ça, est bien hermitien, donc c'est une observable physique. Et comment je fais ça? Simplement, c'est une conséquence directe du fait que TA est unitaire. L'unitarité de TA, alors, donc en particulier de T delta X, enfin, c'est vrai pour tous les TA, donc c'est vrai en particulier pour A égale delta X. Donc, écrivons-le. Si ça, c'était delta x, donc j'ai 1 moins I delta x sur H bar Px, fois son adjoint. C'est quoi l'adjoint de ça? Eh bien, c'est 1 plus I delta x sur H bar Px croix. Adjoint de Px. D'accord? Oubliez ça, hein, enfin, disons, d'accord, c'est ma gestion du tableau légendaire. Donc, si je fais ce produit-là, j'ai 1, plus un terme au premier ordre en delta x, celui-là plus celui-là, et plus un terme au deuxième ordre que je vais négliger, puisque je travaille au premier ordre. Si vous voulez, je prends la limite quand delta x tend vers 0. Donc ça me fait plus, ou moins I delta x sur H bar fois Px, et puis plus, non, moins, parce qu'il y a moins ici, donc moins Px bar, Px croix, pardon. Voilà. Or ça, c'est censé être égal à 1. Par conséquent, Px croix égale Px. C'est QFD. D'accord? C'est la raison pour laquelle on a mis un petit i là-dedans. Si on n'avait pas mis le petit i, on aurait obtenu un opérateur anti-hermitien, c'est-à-dire que son adjoint aurait été égal à moins lui-même. Donc ce n'est pas une observable, il suffit de mettre un i et d'un seul coup c'est une observable. Donc voilà la raison de ce i. Quant au h bar, c'est juste pour faire quelque chose, c'est une normalisation, c'est un nombre, ça ne change rien, c'est juste, ça donne, comme c'est dimensionné, ça donne à P la dimension d'une impulsion. Au cas où, par hasard, P serait une impulsion. Ce serait l'opérateur impulsion.
Ah, moins. Merci. Oui, oui. C'est lui que je passe de l'autre côté. Ah. Merci. C'est bon? À la fois la dérivation de l'action de P en représentation R et du fait que P est hermitien? Yes? On n'y revient plus? OK. Alors, si on regardait l'action de P en représentation P, bonne idée ça. Ouais. Peut-être. Ouais. Est-ce que je fais la 3D d'abord ou... Non, je vais continuer en 1D, je ferai la 3D après. Alors, action... Donc, je ne sais plus où je suis, petit, je sais pas. Petit C, peut-être. Action de Px en représentation impulsion. Donc ça y est, Px, je sais ce qu'il fait. Px, il transforme une fonction d'onde en moins i h bar fois sa dérivée. Donc Px, il est caractérisé. Mais ça, c'est une caractérisation projetée sur les x en représentation position. Maintenant, je voudrais la représentation, enfin la même chose en représentation impulsion. C'est-à-dire que ce que je voudrais maintenant, c'est P, alors je mets des x, on va passer à 3D tout de suite après. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais voilà. Cette fois, j'y pense, donc je le fais. Donc je voudrais ça, en fait. Je voudrais l'action de P en représentation impulsion. Donc ça, si ça c'est psi prime, ça en fait c'est psi prime tilde de P. D'accord? Standard. La transformée de Fourier de la nouvelle fonction Px appliquée à psi, évaluée au point P. Yes? Sauf que cette nouvelle fonction, ben on la connaît. En tant que fonction de x, on la connaît. C'est moins i h bar la dérivée du truc. Maintenant, donc sa transformée de Fourier, en fait, c'est la transformée de Fourier de la dérivée de psi. Et la transformée de Fourier de la dérivée de psi, c'est p fois la transformée de Fourier de psi. C'est le théorème réciproque qu'on a vu en maths. Hein. La transformée de Fourier d'une dérivée, c'est P fois, enfin avec des i qui vont bien, et la transformée de Fourier de x psi, c'est la dérivée de Fourier de la transformée de la transformée de Fourier de psi. Je vais le redémontrer comment on l'a fait tout à l'heure. Vous aviez une question? Non, c'est vous? Non, c'est pas vous. Qui avait une question? C'est pris en Px ou en Px. En P, voilà. Je suis à une dimension, mais effectivement, préparons la 3D. On va l'écrire, cette transformée de Fourier. La transformée de Fourier de psi prime, par définition, c'est 1 sur 2 pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, de psi prime
de x, e puissance, moins i, donc sur racine de pi h bar, de ça. D'accord? Par définition. Eh bien ça, et psi prime de x, c'est quoi? Ah bah psi prime de x, je la connais. C'est moins i h bar d sur dx de psi de x. Non? Ça veut dire que psi prime de x, c'est moins i h bar d psi de x sur dx. Si psi prime est le vecteur image de psi par px. D'accord? Oh. Donc ceci est égal à 1 sur racine de 2pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, de, j'ai dit, moins i h bar. Je vais sortir le moins i h bar. Ah, j'ai entendu une question qui me fait peur là. Il est quelle heure? C'est-à-dire que c'est genre fini? D'accord, juste on finit ça, mais là on a pris beaucoup de retard. C'est peut-être bien de le faire proprement une fois au moins. Mais bon, donc laissez-moi juste finir ça, parce que c'est fini. Ben ça, vous intégrez ça par partie. D'accord? Vous intégrez ça par partie, c'est-à-dire que là, il y a la dérivée de celle-là et puis celle-ci. Donc maintenant, vous mettez celle-ci et puis la dérivée de celle-là. Le terme à l'infini vaut 0, évidemment, puisque psi à l'infini tend vers 0. C'est une fonction de carré sommable, donc évidemment, elle tend vers 0. Donc ça, c'est exactement égal. Alors à moins... Alors à... Allez, moins i h bar sur racine de 2pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, de psi de x, et puis la dérivée de ça, mais avec le signe moins, donc ça fait p, donc ça fait ip sur h bar, e puissance, moins ipx sur h bar dx, égale, ça y est, on a fini. Bon, c'est quasiment un TD qu'on a fait aujourd'hui en fait. Hein. On a fait que des petits calculs. D'accord? Et donc, moins i fois i, ça fait 1. Et j'ai p sur h bar fois h bar. Donc, ceci donne exactement p, somme de moins l'infini à plus l'infini de psi de x, e puissance, moins ipx sur h bar dx. C'est pas magique, ça? Ça, c'est quoi, ça? C'est la transformée de Fourier de x évaluée en p. Donc ça, c'est égal à p psi tilde de p. C'est-à-dire p psi. Et donc, magnifiquement, magnifiquement, nous venons de montrer qu'en représentation P, l'action de l'opérateur P, alors je mets des petits x, pardon, il y a des petits x partout là. D'accord. Voilà. Et ça justifie pleinement, non pas que P soit l'impulsion, mais que P s'écrive, que
P comme le petit P de la base P qu'on a introduite. Hein. C'est-à-dire que vous voyez que l'action, finalement, de P sur le quête généralisé Px, eh bien, c'est Px fois Px. Voilà. C'est fini. C'est beau quand même. Donc, x agit sur les fonctions en multipliant par x, en représentation x, et en dérivant par rapport à p, par rapport à x en représentation p, et p agit en représentation p en multipliant par p, et en dérivant par rapport... j'ai dit par rapport à x, c'était par rapport à p, en dérivant par rapport à x en représentation x. Bon, on reprendra tout ça lundi. Révisez bien ça. Essayez, refaites ces calculs-là parce que c'est important de bien le comprendre. Ah. Bon, allez, à lundi.